Voilà. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Alain Dubois qui va nous parler des nouvelles règles de nomenclature en zoologie. Merci. Merci, bonjour. Les nouvelles règles, pas vraiment, c'est-à-dire c'est des propositions. C'est des propositions qui ont été élaborées par un groupe de chercheurs internationaux que j'anime et qui existe depuis un colloque qui s'est tenu en Autriche en 2014. Bon, évidemment, je ne trouve pas comment ça marche. Comment ça... C'est avec ça? Pour avancer, c'est pas ça? C'est comme ça. Voilà, exactement. D'accord. Ok. Bon, la biologie de l'évolution de notre époque a besoin d'une discipline chargée d'établir des classifications scientifiques des organismes sous forme de taxons, c'est-à-dire de taxonomie, qui, bien entendu, de nos jours, doit s'appuyer sur des hypothèses scientifiques concernant les relations phylogénétiques. Pas uniquement, mais largement là-dessus. Et, indépendamment de cela, d'un système nomenclatural qui permette de rendre compte de nos connaissances biologiques au moyen de noms scientifiques que je préfère appeler des nomina, en parallèle avec taxa, pour désigner les taxons de manière universelle, claire et non ambiguë. Les deux choses, taxonomie et nomenclature, sont étroitement liées, mais elles sont distinctes. Les taxons ou taxa sont des concepts scientifiques destinés à rendre compte des entités de la biodiversité supposées naturelles ou significatives en termes évolutifs, tandis que les noms scientifiques, les nomina, ne sont que des étiquettes permettant de désigner de manière universelle, automatique et non ambiguë un taxon donné dans le cadre d'une classification donnée. C'est une notion importante. Les nomina sont indépendants de la théorie taxonomique employée pour reconnaître ou définir les taxons. On peut dire qu'ils sont theory free, difficiles à traduire, et qui peuvent être employés dans toute taxonomie, qu'elle soit fixiste, phénétique, cladistique, évolutionniste ou autre. Et il ne serait pas judicieux de changer de paradigme nomenclature quand on change de paradigme taxonomique, car on perdrait beaucoup d'informations ces informations étant transmises à travers ce qu'on appelle souvent des synonymies, ce que je préfère appeler des listes synonymiques. On ne pourrait pas avoir des synonymies si le paradigme nomenclatural changeait à chaque changement de paradigme taxonomique, dont on perdrait beaucoup d'informations, notamment historiques. Et il est important de comprendre que les nomina ne sont pas des descriptions, des diagnoses, des définitions des taxons, ce ne sont pas des hypothèses phylogénétiques, ce ne sont pas des théories évolutives et ce ne sont pas non plus des louanges à la gloire de leur créateur, ce que pensent un certain nombre de taxonomistes. Il existe des codes internationaux de nomenclature, pas seulement en zoologie, mais aussi en botanique, pour les bactéries, les virus, etc. Ils sont indispensables pour une communication universelle, non ambiguë et stable au sujet des taxons. Mais il faut bien comprendre que ces codes sont les produits d'un processus historique de 250 ans. Ils ne viennent pas de sortir du cerveau d'un génie, et ils sont donc marqués par cette historicité. Et ils constituent les arsenaux juridiques, ou si l'on veut, la grammaire de la taxonomie. Le code de nomenclature zoologique prend sa source initialement dans le Systema Naturae de Linné, mais déjà beaucoup modifiés. Ils ont été d'abord adoptés par un congrès international à Paris en 1905, sous le nom Règles internationales de nomenclature zoologique, qui s'est ensuite transformé en Code international de nomenclature zoologique, et qui a eu jusqu'à présent 4 éditions, et puis un certain nombre d'addenda, d'amendements. Ce code est géré pour le moment par un organisme qui s'appelle la Commission internationale de nomenclature zoologique, et j'attire votre attention sur le fait qu'il faudrait éviter d'employer dans les publications scientifique, l'abréviation ICZN, parce qu'elle désigne de manière ambiguë à la fois le Code international de nomenclature zoologique, en anglais, International Code of Zoological Nomenclature, et la Commission, International Commission. Ils n'ont pas été foutus de trouver deux abréviations différentes, ce qui fait que, selon les auteurs, la même abréviation est utilisée pour l'un ou pour l'autre. Pour ma part, je n'emploie jamais cette abréviation, et je préfère dire le Code ou la Commission. Ce code, il existe sous la forme imprimée que vous connaissez à gauche et sous une forme en ligne qui est plus pratique parce que, évidemment, il y a la fonction search qui permet de trouver rapidement des informations. Le code comporte 6 choses différentes, 6 éléments différents.
d'une part des principes généraux qui régissent finalement la philosophie de fonctionnement de ce système, ensuite des règles qui constituent finalement l'application de ces principes de manière précise dans un certain nombre de situations. Là-dessus s'ajoutent des exceptions qui sont considérablement nombreuses, beaucoup trop nombreuses dans le code actuel, et qui viennent mettre un bémol sur les règles. Ensuite, il y a des recommandations. Ces recommandations, c'est voilà, ça serait bien que vous fassiez ça, mais si vous ne le faites pas, c'est pas grave, ce n'est pas vraiment dans le code. C'est-à-dire ça figure dans le code, mais ça ne fait pas partie du code. C'est-à-dire si vous ne suivez pas les recommandations, on ne peut rien vous dire. Ensuite, il y a quelques exemples qui sont censés rendre l'utilisation du code plus facile, ce qui n'est pas toujours le cas parce que ces exemples sont fournis sans référence bibliographique. Donc on vous balance des noms, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Et finalement, c'est souvent plus une source d'incompréhension que de clarté. Et puis alors un glossaire qui donne la définition des termes qui sont employés dans l'ensemble du document. Et ce glossaire a la particularité que les définitions qui y figurent ne sont pas toujours compatibles avec celles qu'il y a dans le texte lui-même. En plus, il y a un texte anglais et un texte français qui ne sont pas strictement équivalents, même parfois complètement différents dans certains cas. Donc, ce n'est pas si simple, mais on arrive quand même à s'en sortir. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, ce n'est pas un document facile d'utilisation. Le code ne gère, en zoologie, ce n'est pas le cas en botanique par exemple, il ne gère qu'une partie des noms, c'est-à-dire qu'il ne gère que les noms depuis le rang de sous-espèce jusqu'au rang de superfamille, mais il ne gère pas les règles, les noms des taxons ou des entités, disons, en dessous de la sous-espèce, comme les variétés, les formes, qui sont gérées en botanique par le code de botanique, et il ne gère pas les noms d'ordre, de classe, etc., d'embranchement qui sont au-dessus de la superfamille. Et vous voyez qu'ils sont divisés dans 3 groupes, qui sont ici dans des couleurs différentes, et que le code appelle de manière ambiguë des groupes en anglais et des niveaux en français, ce qui fait que moi j'ai retenu un autre terme encore qui est série, qui est bien moins conflictuel. Et il y a donc dans le code la série famille, la série genre et la série espèce, mais donc il y a deux ensembles de noms qui ne sont pas gérés par le code, ou partiellement gérés uniquement, et qui sont d'une part la série classe, au-dessus de la superfamille, et la série variété en dessous de la série espèce. Dans chaque série nominale, il faut prendre en compte les conflits entre synonymes, entre homonymes et entre actes nomenclaturaux et le principe de coordination. Comment nomme-t-on un concept, par exemple un taxon, puisqu'un taxon c'est un concept? Il y a 2 méthodes principales, enfin en tout cas qui nous intéressent ici, qui sont la définition et l'ostension. La définition, enfin il y a plusieurs sortes de définitions. La définition intentionnelle, ça consiste à dire en quoi consiste ce qui est commun à tous les membres de ce taxon ou de ce concept, c'est-à-dire en l'occurrence des caractères. Et puis la définition extensionnelle consiste à dire voilà qui en fait partie et voilà qui n'en fait pas partie. C'est-à-dire c'est définir un contenu ou définir des limites ou dire ce qui est dedans ou dire ce qui est dehors. Et donc sans passer par la définition conceptuelle de l'entité. Et puis l'ostension, c'est très différent. Ça consiste non pas à définir l'entité, mais à désigner un de ses membres et à dire que ce membre fait partie de l'entité qui est désignée par ce nom et que toute entité qui contient ce membre est susceptible de recevoir ce nom. Donc il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de définition du tout, et il y a une sorte d'extension minimum, c'est-à-dire un contenu partiel, extrêmement partiel, puisque c'est un membre. Alors ça marche en nomenclature, mais ça marche aussi, par exemple, en géographie, quand vous dites la province de Turin, eh bien, ça veut dire que ça contient Turin, mais ça ne vous dit pas quelles sont les limites de la province de Turin. C'est la même chose. Et donc, en nomenclature, ce qui porte cette ostension, c'est ce qu'on appelle le porte-nom ou onomatophore. On reviendra là-dessus. Or, il y a beaucoup de problèmes en nomenclature actuelle. Le code est basé sur des prémices épistémologiques et méthodologiques très particulières et très saines, à mon avis. Mais la communauté scientifique actuelle manifeste d'importantes faiblesses dans son respect de ce code qui l'empêche de jouer pleinement son rôle. Certaines de ces faiblesses sont dues, en fait, à des ambiguïtés, des contradictions internes du code,
et même parfois à des aspects très discutables de celui-ci, sinon même plus que discutables. Et puis d'autres, qui sont dérivés des premières, proviennent d'une méconnaissance ou d'une mauvaise interprétation ou d'un refus délibéré de suivre ces règles de la part de nombreux membres de la communauté scientifique, et je dirais de plus en plus. Ces problèmes dont la résolution exige parfois une énergie et un temps disproportionnés, notamment lors de débats, de polémiques, etc., sont particulièrement préoccupants à notre époque du siècle des extinctions et de la crise conjointe de la biodiversité et de la taxonomie, alors que seule une proportion restreinte, moins de la moitié, peut-être moins du cinquième, peut-être qu'encore moins, des espèces vivantes du globe qui sont en cours d'extinction restent inconnues de la science et vont disparaître avant d'avoir été découvertes, récoltées et étudiées. La résolution de ces problèmes demanderait, d'une part, d'avoir un code bien plus rigoureux, contraignant et automatique, c'est-à-dire moins vague dans un certain nombre de situations. Ensuite, de disposer d'outils informatiques permettant d'implémenter ces règles, c'est assez hallucinant de voir que ça n'existe toujours pas. Et puis, de convaincre la communauté scientifique de se préoccuper de ces problèmes qui concernent rien de moins que la communication internationale sur la biodiversité. Tout le monde parle de biodiversité, mais souvent on ne sait pas de quoi on parle. Parmi les développements récents qui viennent de se passer, il faut souligner que la taxonomie, qui a été longtemps régie par le principe d'autorité, qui date du Moyen-Âge, qui consiste à dire « c'est moi le grand spécialiste de la question, je vous dis que la classification doit être comme ça », ça a été mis à bas par la révolution hénigienne de la phylogénie, surtout la distinction plésiomorphie-anthropomorphie, qui a contribué à rendre la taxonomie réfutable et répétable, donc réellement scientifique. Mais la nomenclature attend encore sa révolution hénigienne. Ce domaine, qui est complexe et qui a de nombreux acquis, est encore à l'heure médiévale à plusieurs titres. Il repose sur un mélange de rigidité et de laxisme. Alors, on pourrait rentrer dans les détails, mais il y a les deux, de manière contradictoire. L'argument d'autorité y joue encore un rôle considérable en cas de problème et de conflit, c'est-à-dire si c'est le grand spécialiste du groupe qui dit « tout le monde s'écrase ». Et puis, il s'appuie sur des concepts vagues, comme ceux de consensus et d'usage, qui sont incompatibles avec ses besoins de standardisation, de répétabilité et d'automaticité. Et il en découle une tendance forte dans les publications zootaxonomiques récentes, qui est tout simplement le non-respect du code, dont la cause initiale principale, c'est l'ouverture au XXe siècle de la taxonomie à de nombreux non-spécialistes de la discipline, qui jusque-là étaient gérés par des spécialistes de muséums, par exemple. Et du coup, des dysfonctionnements importants se font de plus en plus jour à des niveaux divers, où des mécanismes pourraient les prévenir, que ce soit les auteurs et leurs collègues, les institutions et laboratoires, les éditeurs, les rédacteurs, les lecteurs des journaux et ouvrages scientifiques, y compris les soi-disant revues bien cotées et si importantes pour les carrières des chercheurs, qui, en général, sont lamentables quand il s'agit de traiter des questions de nomenclature. Et puis la commission elle-même, qui n'est pas en reste pour foutre la merde. Pour faire face à ces questions, il s'est tenu en 2014 en Autriche un meeting international qui avait été annoncé sur les réseaux sociaux et qui a réuni des gens qui étaient très concernés par ces questions et qui ont réfléchi à ce qu'on a appelé les burning questions of zoological nomenclature, c'est les questions chaudes, celles qui vraiment méritent qu'on s'y attaque, parce qu'on avait le sentiment, qui a été confirmé depuis, que la commission ne s'en occupait guère. Voilà les 15 personnes qui jusque-là ont contribué au fonctionnement de ce comité, mais à la suite de l'article dont je vais vous parler, il y a 16 nouveaux candidats, puisqu'on a annoncé qu'on était ouvert à des candidatures. Il y a 16 nouveaux candidats de 13 pays qui se sont manifestés et qui souhaitent rejoindre notre groupe, et on est en train d'examiner leur candidature. Les objectifs du LCT, du Linz Zoocode Committee, c'est d'élaborer des propositions précises de modification du code actuel sous la forme d'un zoocode qui est alternatif pour le moment au code, et de soumettre ces propositions à la communauté internationale des taxonomistes afin de recueillir les réactions de ceux-ci, et à la Commission internationale pour leur incorporation totale ou partielle dans la prochaine édition du Code. Et en fonction des décisions que la Commission prendra, nous envisagerons soit d'accepter la nouvelle édition
du code tout en continuant à défendre nos propositions qui n'auront pas été retenues parce qu'il y en aura de toute façon, soit, si vraiment le nouveau code est pour nous tout à fait insupportable, ce qui n'est pas du tout à écarter, publier le zoocode comme un document distinct et alternatif au code, au même titre que l'est le philocode actuellement, pour le moment, qui va d'ailleurs frapper un grand coup cette année, puisqu'ils vont publier un livre, les philonymes, que notre zoocode, que certains zoologistes pourront alors décider de suivre totalement ou partiellement. Partiellement, par exemple, ils pourront décider de le suivre pour la nomenclature supérieure qui n'est pas gérée par le code. Donc le travail dont il est question, il est paru dans Bionominant en décembre, il fait 111 pages et il ne comporte pas tous les résultats de nos travaux, mais une bonne partie. Et je ne vais pas vous présenter tout ce qui figure dans ce document, d'ailleurs il est accessible en open access sur le net, mais je vais évoquer quelques exemples de nos premiers travaux, dont la liste figure ici. Le premier sur lequel je voudrais insister, parce que c'est généralement une des questions qui donne de l'urticaire à pas mal de gens, c'est la terminologie. On nous reproche d'avoir proposé une terminologie nouvelle pour la nomenclature zoologique, et je voudrais défendre cette philosophie. La nomenclature est un domaine très, très spécialisé, et comme tous les autres domaines spécialisés, elle a besoin d'un langage technique propre. Et il est absolument nécessaire d'abandonner l'illusion perverse selon laquelle le code devrait employer un langage simple qui pourrait être compris intuitivement par tout le monde, sans avoir besoin de l'étudier et de l'apprendre. L'acquisition des termes spécialisés de la nomenclature doit être vue comme une garantie que, avant de parler de nomenclature, quelqu'un a consacré du temps à étudier la littérature significative de ce domaine technique très spécialisé. J'aime bien cette citation de Bertrand Russell qui dit qu'il n'y a rien de plus redoutable que de faire appel au bon sens pour comprendre les mots, parce que le langage du bon sens dit que le soleil se lève et se couche, ce qui est évidemment faux, et il conclut que le bon sens, qu'il soit correct ou incorrect dans l'utilisation des noms, ne sait pas du tout ce que sont les mots. Et j'aimerais, ajoute-t-il, j'aimerais pouvoir croire que cette conclusion le rendrait silencieux, mais ce n'est pas le cas, c'est même le contraire. Alors je vais prendre quelques exemples de termes trompeurs ou mal définis dans le code. Il y a un mot qu'on trouve peut-être 10 fois par page dans tout ce document, c'est le mot « non ». Le mot « non », en fait, couvre dans le code un certain nombre de choses qui sont fort distinctes. D'abord, évidemment, donc nous l'appelons nomen, comme dans nomen nudum, nomen dubium, etc. Ça, donc, ce n'est pas une nouveauté, simplement on décide de l'appeler comme ça et non pas nom tout court. Et il peut y avoir plusieurs facettes de la notion de nom. Il peut y avoir d'abord le fait que le nom est disponible ou non, hoplonyme ou anoplonyme, ou exoplonyme si on lui a retiré sa disponibilité, les différents avatars ou morphonymes du nom concernant son orthographe, son rang, éventuellement sa combinaison, l'orthographe et l'orthographe originale étant le protonyme et subséquent étant l'aponyme. Il y a différentes sortes de synonymes, objectifs ou subjectifs, d'homonymes, primaires ou secondaires, et un terme comme nomina dubia lui-même n'est pas clair du tout, puisqu'il y a des noms qui sont douteux pour des raisons nomenclaturales, parce qu'ils n'ont pas de type par exemple, et d'autres qui le sont pour des raisons taxonomiques, parce qu'ils ont bel et bien un type, mais ce type, on ne peut pas l'identifier biologiquement. Ce n'est pas du tout la même question. Un autre terme qui est très problématique, c'est le terme de type, que évidemment vous connaissez tous, mais le mot type, c'est un des mots les plus trompeurs de toute la biologie, puisqu'il est employé dans un certain nombre de sens. Il est utilisé notamment, il y en a d'autres, mais parmi les sens qu'il a, il y a le type comme modèle abstrait, le baoplan, le body plan en anglais, le plan d'organisation, qui est un type morphologique sur lequel repose la notion d'homologique, qui est dans le domaine, disons, des concepts. Ensuite, le type comme modèle concret, qui est le type taxonomique, c'est-à-dire les spécimens qui ont été utilisés pour l'érection d'un taxon. Et dans ce cas-là, le type est considéré comme un sémaphoronte, c'est un terme de Hennig, ça veut dire porteur de signes, porteur de messages, porteur de caractères. Le type, à ce moment-là, ce qui importe, c'est ce qu'il est. Et ce qui est lié à l'emploi du mot type dans ce cas-là, c'est l'adjectif typique.
Quand vous dites que quelque chose est typique, ça veut dire que ça réfère au type, ça réfère à un concept qu'on appelle typologique ou essentialiste, et qui, en taxonomie, évidemment, est contradictoire avec le concept évolutionniste, et donc qui contribue à donner une image dépassée de la taxonomie comme discipline, vis-à-vis du reste de la biologie. Et puis, il y a le type, comme on l'emploie en nomenclature, qui est tout à fait différent, qui est un porte-nom, porte-nomène, et qu'on appelle onomatophore, ça veut dire porte-nom en grec, et qui est un spécimen ou un taxon nominal auquel un nom est attaché, et qui ne comporte absolument pas la notion de typique. C'est-à-dire qu'il renvoie à une appartenance et non pas à des particularités. Et les onomatophores des noms d'espèces ou de sous-espèces sont des spécimens types qui proviennent d'une localité dite type, qui établissent en fait un lien matériel objectif entre le monde des organismes issus du langage. Et puis il y a des onomatophores des noms, des taxons supraspécifiques, les genres, les familles, etc., qui ne sont pas des spécimens, mais qui sont justement des taxons ou des taxons nominaux, plus exactement, comme des espèces types ou des genres types. Alors, nous c'est pas nouveau, ça fait 20 ans qu'on propose d'abandonner l'emploi du terme type en nomenclature pour deux raisons principales. Le premier, c'est que le code lui-même l'emploie dans un sens, dans deux sens complètement différents, et donc c'est source de confusion. Dans un sens nomenclatural, pour les holotypes, les paratypes, les syntypes, les syntypes, les lectotypes, les néotypes, et dans un sens taxonomique pour les paratypes, les paralectotypes, les arpentotypes pour les protistes, qui ne portent pas qui ne sont pas porte-noms, mais qui sont porte-caractères. Et puis, deuxièmement, et c'est surtout cette raison, à laquelle la plupart des taxonomistes ne sont pas du tout sensibles, parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas beaucoup de culture en dehors de la taxonomie, c'est pas méchant, c'est juste une constatation, et ils ne s'intéressent pas toujours au reste de la biologie, mais l'emploi du terme type, typologique, est conçu, et d'ailleurs est perçu, et pas entièrement à tort, par la communauté biologiste comme traduisant la persistance d'une pensée typologique non évolutionniste en taxonomie, ce qui contribue à la marginalisation de notre discipline dont nous nous plaignons tout le temps. Donc, le LZC a repris mes propositions, consiste à extirper le terme type et tous ses dérivés du code, enfin du zoocode, et le remplacer par des termes qui n'ont pas cette connotation typologique. Alors, vous avez peut-être déjà rencontré cette figure où il y a ici le monde, disons, réel des organismes, et puis le monde du langage. Les populations avec des organismes, et puis on choisit un organisme là qui sont porteurs d'un nom, là le nom, lui, il n'est pas dans le monde réel, il est dans le monde du langage, et puis à son tour le nom d'espèce peut être porteur d'un nom de genre qui est porteur d'un nom de famille. Donc il y a une connexion qui est établie à travers ces spécimens porte-noms entre le monde du langage et le monde des organismes, ce qui est un système unique qui n'existe pas dans d'autres systèmes nomenclaturaux, comme par exemple le phylocode. Alors, une découverte importante qui date de 2005, en fait, alors que le code avait déjà 100 ans, et que personne n'avait remarqué, c'est que le processus nomenclatural est un processus qui se déroule en 3 stades. Et ce que j'ai comparé à un immeuble à 3 étages, qui sont largement indépendants les uns des autres, avec la disponibilité d'abord, l'attribution du nom à un taxon et sa validité et sa conformité. Alors ça aussi, si vous le présentez, ça prendrait beaucoup de temps, mais je vous montre ces graphiques qui figurent dans notre article, qui montrent que d'abord, la première chose, c'est d'établir, de publier, ensuite de donner un nom qui doit être disponible, ça relève d'un certain nombre de critères qu'on va rapidement évoquer tout à l'heure, qui peut exister sous plusieurs formes, qu'on appelle les paronymes, le protonyme et les aponymes, et qui peut lui-même être remplacé par un nom dit nom de remplacement ou nomen novum, que nous appelons néonyme, mais qui est en fait un nouvel avatar du même concept. Ensuite, ce nom, une fois disponible, on l'attribue à un taxon,
et ça passe par ces fameux onomatophores. Alors le nom peut être disponible avant d'avoir un onomatophore. Ensuite, il peut avoir un onomatophore imprécis, par exemple des syntypes qui appartiennent à différentes espèces, donc vous ne savez pas en fait à quel taxon le nom s'applique. Et puis finalement, on a un nom disponible, valide, attribué, et dont l'attribution taxonomique est soit claire, c'est un photonyme, soit pas clair, c'est un ictonyme, c'est-à-dire c'est une forme de nomen dubium. Et puis ensuite, il s'agit d'établir si ce nom est valide par rapport aux critères de la taxonomie, s'il est correctement orthographié et s'il est utilisé actuellement dans la littérature. Toutes ces étapes font l'objet de désignations particulières et voilà l'ensemble du processus nomenclatural qui peut se compléter par un dernier étage chapeau, si on veut, qui est l'enregistrement des noms, qui peut se faire en fait à tous les stades du processus nomenclatural et qui est une manière de protéger certains noms contre leur disparition, leur invalidation, etc. Alors, quand on regarde le plan actuel du code, on se rend compte qu'effectivement, les gens qui ont conçu ce code et qui continuent à le défendre tel qu'il est, n'ont rien compris à ce processus nomenclatural parce qu'il n'y a pas de logique dans la présentation des informations. Je prends un seul exemple, le chapitre 6 du code, c'est la validité des noms. On vous dit, ben voilà, on a d'abord défini les noms, les critères de publication, de disponibilité, la date, et puis là on vous dit, qu'est-ce qui fait qu'un nom est disponible ? Mais pour savoir si un nom est disponible, il faut d'abord savoir à quel taxon il s'applique. Parce que sinon, savoir si un nom est valide, il faut savoir à quel taxon il s'applique pour être valide. Or ça n'apparaît que dans les chapitres 13, 14, 15 et 16, c'est-à-dire qu'on vous dit comment attribuer les noms après vous avoir dit s'ils sont valides. C'est tout à fait impossible. Donc en fait, si on voulait renverser cette logique, on aurait un code comme ça, avec d'abord la disponibilité, ensuite l'attribution, et ensuite la validité, et puis des données en plus. Le zoocode suivra un peu ce système, mais comme il y a d'autres concepts et d'autres choses dans le zoocode, ça ne sera pas non plus exactement ça. Le LZC a travaillé pour le moment notamment sur les principes de base. Dans le code, il y a 6 principes de base qui sont formulés en tant que tels, qui sont clairement formulés comme principes. Mais en fait, et alors ils apparaissent de manière totalement imprévisible au détour d'une page, par hasard sous une frite, comme disait l'autre, et donc on ne sait pas pourquoi ils apparaissent soudainement, alors que dans le code de botanique, le code commence par une énumération des principes. Ça paraît quand même assez logique. Et puis dans le code de zoologie, le même principe peut être formulé à plusieurs endroits différemment, enfin bref. Donc nous, on a identifié 17 principes en fait de base sur lesquels repose le code, les autres n'étant pas formulés dans le code, mais étant suivis de manière subreptice par le code lui-même. C'est-à-dire que, en fait, dans la logique du code, ils sont suivis, mais ils ne sont pas. Donc je ne vais pas vous présenter ces 17 principes, c'est la grosse matière de l'article qui est paru dans Bionomina, et tout ça demande évidemment des explications détaillées. Je vais par contre évoquer d'autres problèmes qui sont importants actuellement. Là, le premier, c'est cette histoire des rangs. Puisque vous avez certainement entendu dire qu'il y a des tas de gens maintenant qui pensent qu'il faudrait se débarrasser des rangs pour différentes raisons, plus ou moins défendables, mais une qui ne l'est absolument pas, qui est pourtant est mise en avant par un certain nombre, c'est qu'il n'y a pas de rang dans la nature. Alors, dans la nature, il n'y a pas de rang, il n'y a pas non plus de taxon, il n'y a pas non plus de nombre, il n'y a pas non plus de couleur, il n'y a rien dans la nature. C'est nous, effectivement, qui constituons des concepts pour rendre compte de ce qu'il y a dans la nature. Dire qu'il n'y a pas de rang dans la nature, et que pour cette raison, il ne faut pas avoir de rang en taxonomie, ça laisse pantois. Mais effectivement, il y a une chose qui est importante, c'est de distinguer deux choses qui sont confondues par tout le monde, c'est la catégorie taxonomique et le rang nomenclatural. Et, souvent les gens disent même rang catégoriel ou je ne sais pas quoi, des mélanges comme ça, comme si c'était la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Une catégorie taxonomique, c'est un ensemble de taxons qui partagent des caractéristiques, qui peuvent être biologiques, mais qui peuvent être aussi, par exemple, historiques, chronologiques, et qui répondent à une définition, à un concept, et aux critères opérationnels permettant de vérifier qu'effectivement, l'entité en question correspond bien à ce concept.
Et ça, il s'agit par exemple des différents et nombreux, ou pas si nombreux que ça, concepts d'espèces, des concepts de catégories infraspécifiques comme sous-espèces, mais aussi toutes les catégories de la biologie de la conservation qui ne sont actuellement pas incluses dans le code, alors qu'à mon avis, elles devraient l'être. Et puis les concepts de genre, car il en existe, bien que rarement formulés en tant que tels. Ces taxons de rang inférieur correspondent effectivement, ou peuvent correspondre, à des critères opérationnels et à des concepts, et donc sont effectivement des catégories taxonomiques. Ensuite, il y a des rangs qui ne sont pas des concepts, qui ne correspondent pas à des catégories taxonomiques, c'est par exemple la famille, l'ordre, la classe. Personne n'a jamais formulé un concept de famille ou un concept d'ordre, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est employé mais qui ne correspond pas à un concept. Les noms qui sont rapportés à une même catégorie taxonomique, par exemple à un certain concept d'espèce, le concept de mère par exemple, ou le concept phylogénétique d'espèce, sont équivalents à ce titre. Et ils permettent des comparaisons et des généralisations utiles en biologie, contrairement à ce que certains disent. Mais en revanche, les noms qui ne sont pas basés sur des catégories taxonomiques ne permettent pas de comparaison. Le rang le nomenclatural, contrairement aux critères taxonomiques, c'est quelque chose de différent, c'est la place d'un taxon dans une hiérarchie nomenclaturale, qui reflète, de nos jours, c'était effectivement pas le cas du temps de Linné, mais qui reflète la succession des dichotomies d'un cladogramme, ou des polytomies en cas d'irrésolution partielle du cladogramme. Les rangs ne correspondent à aucun concept biologique ou autre, ils sont arbitraires, ils sont nullement équivalents d'une branche de l'arbre à l'autre, ils n'autorisent donc aucune comparaison et généralisation utile en biologie. Mais ils ont un avantage considérable, c'est qu'ils permettent la transcription exacte, on peut dire bijective, d'un arbre en une hiérarchie s'ils sont utilisés de manière rigoureuse. Et ça veut dire que les taxons frères sont toujours rapportés au même rang et que les rangs ne se chauffent jamais dans une hiérarchie d'une branche donnée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un genre qui est frère d'une famille. Vous ne pouvez pas avoir un sous-genre qui est frère d'un genre. Et or, si vous regardez toutes les taxonomies qui paraissent actuellement dans toute la littérature scientifique, elle est bourrée de choses comme ça. Vous avez un ordre qui est frère d'une espèce, parce qu'on vous dit, il n'y a qu'une espèce, alors pourquoi ériger un ordre ? Oui, mais non, mais c'est pas seulement là, si vous êtes en face de l'ordre et de l'espèce, vous avez une espèce, le rang ordre, effectivement, n'apporte aucune information. Par contre, si vous avez ordre des deux côtés, ça vous dit que ce sont des groupes frères. Il y a en fait 3 manières d'attribuer les rangs aux taxons. La manière la plus rigoureuse et la plus simple, c'est quand vous avez une dichotomie. Cette dichotomie, ça c'est des espèces, ça on va dire que c'est des sous-genres. Ce sous-genre, il contient ces deux sous-espèces, ces deux espèces. Et puis ce genre, il contient d'une part ces deux espèces, et puis cette autre espèce. Cette autre espèce, elle ne fait pas l'objet d'une dichotomie, mais il faut la nommer pour savoir qu'elle est frère de ça. Si vous aviez juste là 1 qui donne 1 et qui donne ici 3, vous ne comprendriez pas quel est le frère de celle-ci. Donc ça marche dans toute la hiérarchie. Et puis alors, vous avez autre chose, ce sont des taxons qui sont nommés dans des rangs et qui n'apportent, les rangs dans ce cas-là n'apportent aucune information phylogénétique, mais ils apportent une information considérable, cruciale pour tout ce qui est base de données sur les taxons et les noms, et pour la gestion des collections notamment, où il faut ranger les choses de manière hiérarchisée, sinon on ne s'en sort pas. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de rangs qui sont imposés dans toute la zoologie, et qui sont ceux, par exemple, que vous trouvez dans le Zoological Record, ou dans des bases de données similaires, ou dans les bases de données en ligne qui sont bien faites, ce qui n'est pas le cas de toutes, qui sont en général classe, ordre, famille, genre et espèce. Les autres, on peut s'en passer, mais ceux-là, ils permettent de classer l'information. Donc c'est effectivement un sens différent du nom de rang, mais ça a une utilité également. Je vais maintenant évoquer quelques problèmes concernant la disponibilité nomenclaturale. La disponibilité nomenclaturale, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'un nom ou un acte nomenclatural existe vis-à-vis de la nomenclature scientifique. Les noms que Pline l'Ancien ou que
Aristote donnait aux organismes, on ne les utilise pas, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le système nomenclatural qui a été démarré en 1758, enfin, dont on a décidé qu'il démarrait avec Linné. Heureusement, parce que sinon, s'il fallait prendre tous les noms d'Aristote, mais aussi les noms bantous, les noms thaï, etc., des organismes, on ne s'en sortirait pas. Donc il faut qu'il y ait bien une barrière entre les noms qui appartiennent à la nomenclature zoologique scientifique et les noms qui n'y appartiennent pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la disponibilité, qui n'a rien à voir, comme certains ne l'ont pas compris, avec la validité. La disponibilité, elle concerne trois choses. La disponibilité des publications, la disponibilité des noms et la disponibilité des actes nomenclaturaux. Les publications, sans rentrer dans les détails, les publications papier ne posent pas vraiment de problème. Il y a des petits problèmes limitrophes avec les thèses, avec les documents distribués dans les congrès, mais enfin, ce n'est pas important. Les publications sur disque optique, CD-ROM, etc., ça c'est une lubie de la commission qui, pour être moderne, autour de 2000, a décidé de rendre ça disponible. Et puis après, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas, d'abord que personne ne le faisait, puis que ça a été arrêté, etc. Donc ils ont rentré ça dans le code, puis après ils l'ont retiré. Ça, c'est quand on veut toujours coller au modernisme, on est coincé. Et puis c'est la même chose qui s'est passée avec les publications électroniques, mais alors là, c'est bien plus grave. Jusqu'à l'amendement, le fameux amendement 2012, les publications électroniques étaient réputées indisponibles en nomenclature. Si vous publiez un nouveau nom de manière électronique, il n'existait pas, donc il fallait le republier ailleurs, ou quelqu'un d'autre pouvait le faire. Mais à partir de 2012, elles peuvent être disponibles. Elles peuvent, mais pas toujours. Parce qu'il y a 9 conditions. Et c'est pas triste, ces conditions. C'est que le travail doit avoir été préenregistré dans Zoobank avant publication, que Zoobank doit vous avoir affecté un numéro LSID, que cet LSID figure dans le travail lors de sa publication, que le travail comporte la preuve de ce préenregistrement. Oui, c'est la même chose. Ensuite, que la date de publication à travers 2011 figure dans le travail lui-même. Ensuite, que la publication électronique dans laquelle il figure est un ISSN ou un ISBN, mais ça n'a pas à figurer dans la publication, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, le travail doit avoir un format et un contenu fixe, ce qui signifie que seule sa version finale ou définitive peut être disponible. Toute version préliminaire de celui-ci, comme vous savez, maintenant, il y a des tas de versions préliminaires en ligne des articles, pré-publication, etc., ne sont pas disponibles. Et c'est le cas également de toute correction qui n'ait pas été enregistrée séparément sur Zoobank. Tout ça, il y a donc un moment où ça devient disponible entre la version préliminaire et la version finale, mais pour savoir où c'est, pas facile. Ensuite, cette version finale doit être déposée dans une archive électronique, ou du moins, l'intention de le faire doit figurer dans Zoobank. Mais l'article 8.5 ne demande pas qu'une vérification ultérieure soit effectuée, c'est-à-dire que vous pouvez toujours dire « je vais le faire » et puis vous ne le faites jamais, c'est pas grave. Ensuite, cette archive électronique doit être permanente. Alors, ça fait sourire quand même la notion d'une archive électronique permanente, surtout qu'il n'y a pas de date limite. Donc, je sais pas, ça veut dire qu'en 2523, elle sera encore là, cette archive électronique, est capable de conserver le travail de manière à préserver son contenu et son format, mais alors aucune procédure n'est prévue pour vérifier que ces exigences sont remplies. Ce nouvel article du Code, que nous l'avons annoncé dans un long article en 2013, qui n'a pas du tout convaincu la Commission, est une catastrophe absolue, mais maintenant on a 7 ans de recul et on voit bien que c'était nous qui avions raison. Pourquoi ? Parce que dans de nombreux cas, tout ou partie de ces conditions ne sont pas remplies. Or, il suffit qu'il y en ait une qui ne soit pas remplie pour que le nom ne soit pas disponible. Dans d'autres cas, il y a des problèmes d'interprétation de l'article 8.5, notamment concernant la notion de version préliminaire ou de version finale. Par exemple, est-ce que le fait que la pagination a changé, ça fait que ce n'est pas le même document ou que c'est un document différent ? Il y a 2 interprétations qui se combattent sur le net actuellement. Ensuite, quel est le statut nomenclatural des suppléments électroniques des articles, que ce soit les articles des papiers ou électroniques, c'est également une source de désaccord et de conflit. Or, parfois,
comme c'est pas de la grande science, la description des espèces nouvelles et tout ça, on le renvoie au supplément électronique parce qu'on va pas le mettre dans l'article dans Nature. Donc voilà, ce qui fait que le truc, il est électronique mais pas enregistré dans Zoobank. Donc l'article est valide, enfin est disponible mais pas le nom. Bon. Mais le plus grave, c'est pas tellement ça, parce que ça fait des tas une zone grise, disons. Le plus grave, c'est que de nombreux travaux comportant de nouveaux noms ou actes sont désormais publiés sans le moindre préenregistrement, tout simplement parce que, pour la plupart de la communauté, la seule chose qu'ils ont entendue, parce qu'ils sont un peu sourds d'oreille, c'est que maintenant le code autorise les publications électroniques. Après, les détails, tous ces détails-là, oh là là, vraiment, c'est couper les cheveux en quatre, ça n'a aucun intérêt. Et donc, il y a chaque semaine, je dirais, des noms qui sont publiés actuellement en ligne dans des articles et des périodiques électroniques qui ne sont pas enregistrés sur Zoobank, et donc ces noms ne sont pas disponibles. Et donc, n'importe qui peut republier un nom là-dessus pour rendre compte du nouveau taxon. C'est lui qui sera l'auteur. C'est une question extrêmement difficile, parce qu'il paraît difficile maintenant de revenir en arrière et de dire qu'il n'y a que les publications papier qui sont valides, tout simplement parce que la communauté ne suivra pas. Mais ce que nous préconisons, c'est de ne pas publier de travail comportant des nouveaux noms ou d'actes nomenclaturaux dans des publications qui n'existent qu'en ligne. Les publier dans des publications qui existent au moins sous une forme, pas toujours parue au début, mais parue parfois 6 mois ou 1 an après, sous papier, parce que là on est sûr que quelles que soient les décisions ultérieures sur la nomenclature électronique, ça restera disponible. Alors on a vu la disponibilité des publications et la disponibilité des noms. Alors ça c'est quelque chose d'aussi très compliqué parce qu'il y a de nombreuses exigences, de nombreux critères qui ont évolué avec le temps, c'est-à-dire qui ont été rajoutés à des dates différentes dans le code, en 1930, 1960, etc. Je vais en évoquer juste 2. C'est l'absence de description ou de diagnose et l'absence de spécimen de référence. Mais il y en a bien d'autres. La nécessité de mention de caractère, ça provient de l'article 13.1 du Code qui dit que pour être disponible, un nouveau nomen doit être publié accompagné d'une description ou d'une définition qui énonce les caractères permettant de différencier le taxon ou considéré comme tel, ce qui ne figure pas dans la version française d'ailleurs du texte. Ça figure dans la version anglaise, mais pas dans la version anglaise, il y a deemed, et il n'y a pas l'équivalent dans le texte français. Ça fait partie de ces incongruences du code. Le concept de caractère, c'est quoi? C'est une particularité intrinsèque d'un organisme ou d'un taxon, et donc ça ne caractérise pas sa relation, ça caractérise l'organisme ou le taxon. Et là-dessus, il y a 2 manières de traiter les caractères. C'est une description qui repose sur des caractères, mais qui s'applique à un organisme. On décrit un organisme, on ne décrit pas un genre. C'est pas vrai. On peut décrire un organisme, et ça, selon le code, ça procure la disponibilité nomenclaturale. On décrit le type, par exemple. Bon, le fameux type. Ensuite, vous avez la définition, ou que je préfère appeler diagnose, ou apognose, quand elle ne prend en compte que des caractères dits apomorphique ou synapomorphique du taxon. Elle repose elle aussi sur des caractères, mais elle s'applique là à des taxons et pas à des organismes. Et elle procure également la disponibilité nomenclaturale. Et puis il y a une 3e chose que j'ai appelée la cladognose. La cladognose, ça repose sur un arbre, c'est-à-dire non pas des caractères, mais des relations. Et elle s'applique à un clade. On dit, voilà, tel clade, il est caractérisé par telle place dans l'arbre. Et ça, selon le code, ça ne procure pas la disponibilité nomenclaturale, puisque ce n'est pas un caractère donné en toutes lettres. Les caractères moléculaires en tant que tels, par exemple une séquence, peuvent procurer la disponibilité nomenclaturale, mais les arbres phylogénétiques qui sont basés sur des données moléculaires ne le peuvent pas. Si vous n'avez qu'un arbre et que vous ne donnez pas de caractère du taxon, ce n'est pas disponible. Un nouveau nomen qui repose seulement sur des hypothèses de relation de parenté, sans description ou diagnostic du taxon, est un nomen nudum, que vous le voyez ou non. Et c'est une grossière erreur méthodologique qui est de plus en plus fréquente dans toutes les publications récentes et surtout dans les grandes revues. Si vous allez dans PLOS ONE, dans Molfy Level, dans Nature, etc., vous allez avoir des nouveaux noms
d'ordre, de classe, de famille, d'espèces, de genre, qui sont définis uniquement par l'arbre. Mais ça, c'est pas disponible. Et à chaque fois que vous trouvez sur un truc comme ça, il faut la corriger par la publication d'une diagnose. Une diagnose qui peut être morphologique, moléculaire ou autre, mais qui utilise des caractères. Et ça rend le nom disponible. Deuxième question concernant la disponibilité des noms, c'est la nécessité des spécimens de référence. Alors vous avez peut-être vu qu'il y a eu un débat assez chaud il y a quelques années. Nous avions publié un article avec plus de 400 personnes, plus de 500 collègues qui avaient signé en quelques semaines pour dire que nous demandons que le code exige que quand on décrit un nouveau taxon, on dépose au moins un spécimen dans un musée. Et il y a de nombreuses raisons pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis quelques membres de la commission ont dit non, parce que entre autres, il y en avait un de ces membres qui avait décrit une mouche qu'il avait capturée, photographiée, à ce moment-là, pouf, elle s'est échappée. À ce moment-là, il n'a pas été foutu de la rattraper, et il n'en a pas trouvé une autre. Alors il s'est dit, je la décris quand même à partir de la photo. Ce qui, pour un taxonomiste, je trouve un peu léger. Et du coup, il a voulu défendre son bout de gras, et la commission l'a suivi, ce qui fait que la commission a décidé que, désormais, on continue à accepter des descriptions. Alors, évidemment, quand il s'agissait des descriptions de Linné, on peut penser qu'il n'y a plus de spécimens ou qu'il n'y en a peut-être jamais eu. Mais au XXIe siècle, accepter ça, c'est le fait que la Commission ait accepté ça, c'est à mon avis un déni de la volonté de la communauté internationale qui s'est exprimée très clairement à travers notamment notre article. Et donc, pour ce qui est du LZC, dans le zoocode, il sera pour nous exigé soit qu'il y ait un spécimen de référence, soit qu'il y ait une décision prise par une instance, qui reste à définir, pour dire, oui, dans ce cas-là, c'est la méiofaune dans le sable, il y a des trucs, on ne peut pas les conserver. Bon, dans ce cas-là, pour cette raison-là, la commission ou l'instance en question décide que, oui, on autorise ça. Mais si c'est les zoologistes eux-mêmes qui le font, on les connaît, ils voudront créer des noms, donc ils s'en foutront. Et là-dessus, ça me fait rebondir sur la notion d'auteur nomenclatural, qui est une question aussi épineuse aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le complexe nominal? C'est un terme que j'ai donné pour l'ensemble nomen, auteur et date. Vous avez un nomen en italique généralement, un auteur et une date. Qu'est-ce que c'est que cette mention de Linné 1758 après Rana Temporea? C'est une référence bibliographique abrégée. Ça n'était pas à la gloire de Linné. Pour dire qu'est-ce qu'il est malin Linné d'avoir décrit la grenouille rousse. Ça veut dire, voilà, c'est dans ce travail-là qu'on trouve la description princeps originale de cette espèce. En fait, c'est devenu largement obsolète à notre époque, où il y a des bases de données à ne plus savoir qu'en faire, il y en a plus que de taxonomistes presque, qui nous donnent les références originales, ou pas toujours, parce qu'il y en a qui ne les donnent pas. Mais en fait, si on est un peu attentif, on se rend compte que dans le code, la notion d'auteur ne joue aucun rôle dans le processus nomenclatural. Il est question d'auteur tout le temps dans le code, mais jamais ça n'a un impact sur la disponibilité, la validité ou l'attribution des noms. Ça ne participe pas au processus nomenclatural. On pourrait très bien se passer des noms d'auteurs, le processus nomenclatural se déroulerait pareil. C'est-à-dire que mettre Linnaeus là, ça n'apporte aucune information utile. Par contre, la date, oui, ça a une information parce qu'elle est très importante pour la priorité et pour la validité des noms. Et puis, il faut noter que la notion d'auteur a considérablement évolué récemment. C'est-à-dire qu'on est passé du travail individuel d'un taxonomiste isolé dans son muséum à celui collectif d'un groupe qui ne comporte parfois qu'un ou quelques taxonomistes. Et la plupart des auteurs, entre guillemets, des travaux en question ne sont plus des auteurs au sens nomenclatural du thème. En plus, la mention de ces auteurs dans un complexe nominal rend celui-ci souvent complètement indigeste et absurde, comme dans l'exemple que je vous ai cité là en bleu, mais il y en a des dizaines comme ça. Et on se demande finalement à quoi tout ça sert, si ce n'est à glorifier M. Ménégon et M. Gwozdich. La mention des noms d'auteurs dans le complexe nominal est de plus porteuse de deux problèmes réels, un ancien et un récent. Le premier, c'est ce que
nommé Brun, a appelé le nihilisme, c'est-à-dire la recherche de la notoriété. C'est-à-dire, j'ai trouvé un organisme, il est un peu différent des autres, je ne suis pas sûr que c'est une espèce nouvelle, mais si toutefois c'était une espèce nouvelle, je vais le nommer comme ça, mon nom passera à la postérité quand cette espèce sera reconnue. Puis s'il n'y a pas son synonyme, c'est pas grave, finalement j'aurais fait ça pour rien. En fait, ça augmente inutilement le travail de révision taxonomique, c'est ce qu'on appelle le fardeau synonymique dans certains groupes, notamment, évidemment, les vertébrés, et parmi eux, avant tout, les hominidés, où je pense que chaque phalange qui a été trouvée par un nouveau chercheur a reçu un binom latin. Ça, c'est presque sûr. Et deuxième question, qui est distincte, mais qui est un peu liée aussi, c'est les polémiques récentes apparues autour du concept flou et pervers de vandalisme taxinomique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça tourne autour de notamment des travaux de trois Australiens, Wells, Wellington et Hauser. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses qui mériteraient des discussions approfondies, mais qui ne sont pas aussi simples que certains veulent le faire croire. Et ça c'est la source de nombreux problèmes taxonomiques et nomenclaturaux. Et une solution à tous ces problèmes que je viens d'évoquer, ça consisterait à retirer le nom d'auteur du ton taxonomimal ou à n'y laisser que celui du premier auteur. Alors évidemment, ça pourrait sembler pénaliser les taxonomistes amateurs, qui sont nombreux dans certains groupes zoologiques, tout simplement parce que la communauté scientifique ne fait pas son travail, parce qu'on devrait être là à décrire ces espèces. Mais on fait des phylogénies, c'est quand même beaucoup plus important. Et donc, ces gens qui décrivent les espèces, ils n'ont pas de salaire pour ça, et ils estiment que de foutre leur nom après le nom de l'espèce, c'est une sorte de salaire pour eux. C'est une question complexe sur laquelle notre LZC va travailler. Alors, je ne vais pas parler longuement, d'abord parce que je vais avoir fini mon temps, sur de la validité nomenclaturale, mais disons que le problème de fond là-dessus, c'est l'affrontement entre la priorité et l'usage. C'est une question qui est débattue depuis le XVIIIe siècle. Il y a des centaines de publications qui en parlent. En fait, ça repose sur un concept fallacieux qui est celui de stabilité nomenclaturale, qui en fait renvoie à un autre concept fallacieux qui est celui de stabilité taxonomique, qui a été bien qualifié par Gaffney d'ignorance, parce que stabilité taxonomique, ça veut dire qu'on ne change pas la taxonomie. Ça veut dire que là, on est arrivé au bout de la description du vivant, et qu'il faut que pour les ministères qui veulent des listes, pour les douaniers qui veulent des listes, pour les écologistes qui veulent des listes, eh bien c'est très bien, on fait des listes et puis on n'y touche pas. Et on ne touche pas au nom, et tout ça, ça va être parfait, parce qu'on sera dans un monde stable et figé. Évidemment, c'est une conception tout à fait pernicieuse de la taxonomie, parce que c'est une discipline qui est loin d'être bouclée, et qui ne le sera d'ailleurs jamais. Quelques mots sur le problème de nomenclature supérieure, c'était des taxons au-dessus des superfamilles. Cette taxon, les ordres, les classes, les embranchements, cette nomenclature n'est évoquée dans le code que en ce qui concerne la disponibilité des noms. C'est pas vrai que le code n'en parle pas, le code en parle pour la disponibilité. C'est-à-dire que si vous publiez un nom d'ordre dans Nature sans LSID, il n'est pas disponible. Normalement, personne ne devrait l'utiliser. Lui aussi, pour les noms d'ordre et de classe, il faudrait aussi les publier comme ça, mais ça, personne ne le fait. Et cette nomenclature supérieure est restée longtemps stable, car les grands groupes, définis de manière phénétique et gradiste, n'ont pas changé pendant des décennies ou des siècles. Et étant donné leur faible nombre, leur nomenclature pouvait être régie par la tradition et le consensus. Mais cette stabilité a été réduite à néant par l'apparition de la méthode énigienne et surtout, plus récemment, par la multiplication des analyses moléculaires qui ont entraîné une explosion du nombre de taxons supérieurs, laquelle a constitué un nouveau domaine de prédilection du nihilisme. Ah oui, c'est l'occasion de donner mon nom à un taxon supérieur. Et ne regardons surtout pas s'il y a déjà un nom qui correspondra à ce taxon. Il en résulte un chaos nomenclatural à croissance très rapide qui ressemble un peu au chaos nomenclatural qu'il y avait au début de la nomenclature quand il n'y avait pas de règles. Et il est devenu urgent d'adopter des règles claires pour cette nomenclature. Ces règles doivent permettre le maintien des rares nomina anciens et consensuels, je ne sais pas, insecta, amphibia, mammalia, d'accord, même s'ils n'étaient pas définis comme on le ferait aujourd'hui. Mais ces règles, c'est rare, ces noms sont très, très peu nombreux. On peut très bien les fixer, eux. Et puis les autres, il faut les gérer avec des règles strictes et non ambiguës, sinon ça va être la foire d'empoigne.
Deux mots, enfin, sur la gouvernance de la nomenclature zoologique. Le code actuel est l'héritier des règles adoptées en France en 1905, qui ont été modifiées depuis par la Commission, et qui est aussi héritière de ses premiers congrès en France. Et c'est de cet héritage qu'elle revendique sa légitimité. Mais cette légitimité est discutable dans la mesure où ses membres ne sont pas élus par la communauté des taxonomistes, mais cooptés, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dedans choisissent ceux qui veulent mettre avec eux. Alors évidemment, ils ne vont pas prendre des gens qui ont d'autres points de vue que les leurs. Et surtout, peut-être même plus, dans le fait que ces décisions qui sont prises de manière très peu lumineuse, on n'a pas de compte-rendu de leur discussion, et elles vont parfois à l'encontre des opinions clairement majoritaires dans la communauté des taxonomistes, comme l'a bien montré cette question des espèces sans type, où la Commission a décidé, oui, on peut continuer à décrire une espèce sans déposer un type. La situation concernant le code est très différente en nomenclature botanique, où les décisions concernant les changements dans le code sont prises lors de votes en Assemblée générale tous les 4 ans, et le LZC travaille sur des propositions de changement de la gouvernance de la nomenclature zoologique. Ce n'est pas non plus une affaire facile. En conclusion, je vais rappeler quelques idées. Les règles nomenclaturales doivent être complètement disconnectées des paramètres taxonomiques. Une nomenclature donnée n'a de sens que dans le cadre d'une taxonomie donnée. La demande de stabilité nomenclaturale revient à une demande de stabilité taxonomique. Or, les taxonomies changent sans cesse et continueront à le faire encore pendant des décennies en raison du handicap taxonomique considérable qui existe actuellement. Si bien que la demande de stabilité taxonomique est anti-scientifique, elle constitue une attaque contre la discipline de la taxonomie qui ne doit pas être acceptée par les taxonomistes. L'urgence principale pour la taxonomie n'est pas de se doter de règles nomenclaturales complètement nouvelles, comme peut l'être le phylocode, mais d'améliorer celles qui existent, notamment en les rendant plus automatiques, en réduisant la part excessive qui prennent actuellement les exceptions, qui sont très gourmandes en temps et en énergie de travail, de manière à libérer du temps et de l'énergie pour faciliter et accélérer le travail d'inventaire des espèces de notre planète qui sont en train de s'éteindre sous nos yeux, et je ne l'ai pas écrit mais je le pense, dans notre indifférence quasi généralisée quand il ne s'agit pas de vertébrés. Je vous remercie.